bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps vous présenter s'il vous plaît? Je vais commencer. Donc, je suis le docteur Anne-Sophie Ballon. Je suis médecin anesthésiste depuis 10 ans, installée en libéral depuis 8 ans. Et donc, membre d'une équipe dans une clinique de l'Est de la France, où on est 14 anesthésistes et puis quasiment autant d'IAD. Merci. Et vous, Séverine? Alors moi, je suis Séverine, je suis infirmière anesthésiste depuis 2007. Jusqu'en avril 2022, je travaillais dans un CHU et j'ai rejoint l'équipe du docteur Ballon l'année dernière, au 1er avril 2022. Ok, très bien. Lesquels de nos parcours vous avez mis en place au sein de votre structure et ça répondait à quels besoins? Alors, on a des parcours qui sont donc c'est une formation qu'on a fait en équipe, les médecins et les infirmiers anesthésistes qui sont pour le détail nos salariés. Donc, on est une entité indépendante de la clinique. Donc, au sein de cette société, on avait décidé de faire la formation conjointement pour les anesthésistes et nos IAD. Voilà. Donc, après, les parcours sont pas tout à fait les mêmes entre les MAR et les IAD. Moi, je vais présenter celui des IAD et puis Séverine complétera parce qu'il y avait des choses un petit peu différentes parce que les infirmières anesthésistes n'étaient pas concernées par certaines choses, notamment les transmissions dans les étages parce qu'elles ont pas à faire ça. Nous, on avait fait une action dans le cadre d'un parcours DPC qui s'appelait améliorer en équipe la qualité et la sécurité des soins en périopératoire, qui balayait assez large, on va dire, avec notamment un module sur la checklist chirurgicale, les transmissions en salle de réveil qui nous ont été qui ont été très appréciées. Il y avait le volet donc qui concernait pas nos infirmiers anesthésistes, qui était la gestion de crise dans les étages, avec un scénario voilà dans un service. Il y avait les annonces d'un dommage associé aux soins et puis tout un module sur le briefing, le débriefing, avec un débriefing ensuite en visio, mais il y avait aussi toute une part de la formation sur le briefing, le débriefing, et puis sans doute des choses que j'oublie parce que c'était assez dense, mais l'idée était celle-là. Très bien. Et du coup, ce parcours DPC, vous l'avez réalisé pour répondre à quels besoins au sein de votre équipe? Essentiellement le besoin de formation, puisqu'on a des obligations de se former régulièrement. Donc, c'est vrai qu'après le format en e-learning nous avait séduit parce que ça permettait aux gens de le faire chacun de son côté sans être pénalisé avec des jours d'absence. C'est vrai qu'habituellement les actions de DPC on les fait quand on va en congrès. Donc là, c'était le moyen de découvrir autre chose, de pouvoir former tous les membres de l'équipe en même temps, ce qui est rarement le cas parce qu'on part rarement tous au même congrès. Donc voilà, et c'était le principal besoin, c'est ça. Et puis il y avait un intérêt pour le team building, comme on dit, puisque comme tout le monde faisait cette formation, ça a créé du lien puisqu'on parlait de ça au café et que c'était la source de déconnade assez régulièrement, on va dire. Ok, très bien, je vois. Quels sont les bénéfices que vous avez identifiés suite à la réalisation de ces formations? Par exemple, des nouveaux comportements, la réflexivité sur vos pratiques, voilà. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Alors oui, c'est un petit peu difficile de répondre pour tout le monde. Je pense que malgré tout, je vous dis, il y avait cette notion d'équipe. Ça a été favorable à notre équipe parce que on a été sensibilisés au même sujet en même temps, donc de pouvoir en parler et de débriefer ensuite en off entre nous, ça a créé du lien. Il y avait aussi effectivement des prises de conscience pour sur plein de choses. La checklist on l'a fait tous, mais c'était bien de remettre une couche. Il y a tout un volet sur le fait de prendre soin de soi au travail. Il y avait toute une chose où les gens on a pris conscience que c'était important de faire attention à ça, d'être vigilant au fait qu'on soit fatigué dans la journée. Et puis il y a on a pointé le doigt sur certains besoins qu'on avait, notamment avec l'établissement, puisque nous, les infirmières de salle de réveil ou les infirmières de soins continus sont les infirmières embauchées par l'établissement. Et c'est vrai que nous, quand on a fait la formation sur les transmissions en salle de réveil,
on aurait besoin, et je pense qu'on va militer au sein de l'établissement pour que ça puisse être le cas, que les personnels paramèdes de l'établissement puissent suivre la même formation pour qu'on ait tous été sensibilisés à la question et qu'on puisse mettre en place des vraies actions sur le terrain. Parce que pour l'instant, finalement, la moitié de l'équipe a été sensibilisée, les MAR et les IAD, et il faut que les interlocuteurs en face de nous puissent l'être aussi. Et donc voilà, c'est une sorte de prise de conscience du fait que il y a des choses à mettre en place, mais ça c'est motivant, c'est un peu ça donne des projets, des objectifs pour la suite. Et vous, Séverine, vous rejoignez Anne-Sophie dans sa réponse? Oui. Alors, moi, j'ai plus été, là où c'était rigolo, j'étais plus sensibilisée par rapport aux transmissions qu'on faisait en salle de réveil. Parce que moi, venant du CHU, je connaissais les gens. Donc, je savais les compétences qu'ils avaient, là où ils pêchaient, tout ça, quand on sortait les patients. Et là, en fait, il y a beaucoup d'intérimaires qui travaillent aussi en salle de réveil, et on se rend compte en fait qu'ils sont un peu formés trop rapidement, trop lâchés rapidement avec des patients en charge. Et maintenant, j'y fais plus attention. J'attends que le patient soit bien installé. Je regarde au niveau des curares s'il est bien décurarisé ou pas. Je leur dis n'hésite pas à rappeler l'anesthésiste. C'était lui qui était qui est responsable du malade. J'aide à réendormir les patients si je vois qu'ils commencent à tousser, qu'ils sont pas confortables. Et puis, j'hésite pas à leur dire, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux qu'on revoie quelque chose ensemble avant que je m'en aille m'occuper d'un autre patient? Moi, j'ai pris plus de temps là-dessus. Après, sur les autres modules, ça m'a remis un petit peu à niveau parce que moi, je suis quand même sortie là en 2007 de l'école d'anesthésie. Donc, c'est vrai que les connaissances théoriques, je sentais que je pêchais un petit peu. Ça m'a pas fait de mal de réviser. Et puis voilà à peu près pour les modules, moi ce que je pourrais en dire quoi. Après j'ai trouvé que c'était très bien, c'était hyper interactif entre guillemets parce qu'on avait vraiment l'impression d'être en immersion au bloc opératoire avec l'équipe et tout ça. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup Séverine. Ok, bon, avec tous ces aspects positifs, je pense que vous recommanderiez nos formations. Oui, tout à fait. C'était agréable de faire cette formation. En e-learning, c'est vrai que ça fait un format qui change un petit peu. On a plutôt l'habitude de se déplacer, que ce soit dans les congrès ou ou en salle de réunion, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça changeait un petit peu de faire en e-learning. Voilà. Ok, super, merci. J'appuie les propos de Sandrine. Effectivement, c'était intéressant. Séverine, pardon. On n'a pas d'infirmière qui s'appelle Sandrine en plus. Et c'était effectivement intéressant de pouvoir le faire comme ça. Ça ajoute une possibilité de formation qui peut s'adapter effectivement dans le monde du libéral, qui est un atout parce que le fait de ne pas avoir à se déplacer, ça reste quelque chose de positif pour nous puisqu'il n'y a pas d'absence générée. Et puis le côté équipe était intéressant. Je recommande aux gens de le faire d'ailleurs dans ce sens-là parce que c'est pour moi un plus. Enfin voilà, c'est un volet de plus et une façon de plus de se former. Super, merci beaucoup à vous deux et bonne journée. Merci.